Bonjour, je suis ravi de vous retrouver donc sur la magnifique terrasse de l'Institut du Monde Arabe. Il fait toujours un temps exceptionnel sur Paris. Dans 300 millions de critiques avec mes camarades, nous allons analyser l'ensemble de l'actualité culturelle et notamment nous allons parler de la réédition donc de Roman par Polanski aux éditions donc Fayard. Les mémoires donc avec une postface de Roman Polanski qui, vous le savez, est un des plus grands cinéastes vivants. Ça nous permettra de parler de ce métier qui est celui de cinéaste et d'une carrière qui dure maintenant depuis des années. Voici le sommaire. Et oui Guillaume, en 1984 déjà, à sa sortie, l'autobiographie de Roman Polanski avait fait grand bruit. Roman par Polanski a droit à une version 2016 enrichie avec un épilogue synthétisant les 3 dernières décennies de sa vie, l'occasion d'en parler dans l'émission. Comment s'y prendre pour faire aimer la culture aux plus jeunes? C'est une des questions que nous allons nous poser. À quelles expos peut-on les emmener? Comment les faire lire? À chacun sa méthode. Barbara était un monument de la chanson francophone, la dernière de la génération des Brel, Piaf, Brassens ou Ferré. Parmi ses fans, Patrick Bruel qui a décidé de lui consacrer un album. Hommage ou dommage, nous en parlons aujourd'hui. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà, je vous présente tous ceux qui vont nous accompagner, vous accompagner pendant toute la durée de 300 millions de critiques. Estelle Martin de TV5 Monde, que vous connaissez, ma chère Estelle, bonjour. Bonjour. Mathieu Dugal de Radio-Canada, toujours fidèle au poste, mon cher Mathieu, bonjour. Bonjour. Michel Serruti qui représente la radio-télévision suisse romande. Michel, bonjour. Hello, Guillaume. Et Emmanuel Kérad de France Inter, grand spécialiste de la littérature qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Voilà, Roman par Polanski, nous allons ouvrir donc cette émission de 300 millions de critiques par la réédition par Fayard de ce texte extrêmement célèbre qui avait fait déjà grand bruit à l'époque et qui raconte d'une certaine manière l'histoire du cinéma au XXe siècle, puisque non seulement il s'agit de la vie au départ de Roman Polanski, mais aussi de tous ceux qui l'ont accompagné. Bob Evans, vous savez, qui est à la fois le producteur de Polanski, qui a été le producteur de Polanski sur Chinatown, mais aussi celui du Parrain, et puis des personnages extraordinaires comme Jack Nicholson, Faye Dunaway, et tous ceux qui ont traversé cette carrière magnifique. On en parle juste après cet extrait de nos confrères de la Grande Librairie, qui ont accueilli justement Roman Polanski à l'occasion de la ressortie de cette nouvelle édition enrichie d'une postface. Ce qui m'a sauvé surtout, c'était le cinéma, vous voyez. Au moment où je me suis échappé du ghetto à Cracovie, il y avait des films allemands, bien sûr, qui jouaient dans tous les petits cinémas de Cracovie. Et aller au cinéma, c'était une chose qu'il ne fallait pas faire. Il y avait des graffitis, des slogans sur le mur, seuls cochons vont au cinéma. Mais j'étais un de ces cochons. Ça coûtait très peu. C'était extrêmement bon marché. Il suffisait de vendre les journaux pour avoir un peu de sous, pour aller au cinéma. Et ça, c'était un autre monde. Ça, c'était magique. Et je pense que c'était très important dans cette période et que ça m'a aidé à survivre. La réédition est déjà beaucoup de succès donc pour Roman par Roman Polanski, qui est publié aux éditions Fayard, livre de 84, qui ressort aujourd'hui avec une postface dans laquelle Roman Polanski revient sur la différence d'ailleurs qui existe entre le monde du cinéma qu'il a bien connu, justement des années 60, assez idyllique, fut-il compliqué, et le monde d'aujourd'hui, qui est un monde différent, c'est le moins qu'on puisse dire. Michel Serruti, allez-y. Diantre. Alors j'ai commencé par dire que vous avez dit l'essentiel, en tout cas le plus important à mes yeux, c'est-à-dire que ce qui rend ce livre passionnant et que j'ai lu avec intérêt véritablement, c'est que voilà, l'histoire du personnage, Roman Polanski, eh bien, se confond avec l'histoire tout court, avec un grand H. C'est pas simplement même l'histoire du cinéma. Alors bien sûr l'histoire du cinéma, mais en tout cas dans les premiers chapitres, l'histoire tout court, quand il parle de la guerre, de l'Europe, de la guerre, du ghetto à Cracovie, à la Varsovie, enfin bref, voilà. Donc on est plongé là-dedans, on est aux premières loges, donc évidemment ça nous parle, on n'est pas dans l'anecdote, on n'est pas dans la coupe de cheveux, dans le shampoing, dans ce que vous voulez, on est vraiment les mains dans la farine, donc forcément on est pris par ça. Et ensuite, si vous êtes intéressé par le cinéma, bah, évidemment il y a toute sa carrière, et une carrière qui, elle aussi, eh bien, se confond avec l'histoire du cinéma. Avec cela, en plus d'intéressant, c'est qu'il se confond avec l'histoire du cinéma des deux côtés du rideau de fer, puisque ça commence d'abord en Pologne, évidemment, et puis ensuite ça continue plus loin. Et puis, il y a en plus cette particularité que c'est l'histoire du cinéma en Europe et c'est l'histoire du cinéma à Hollywood. Donc ce garçon, il nous fait tout, il nous fait l'histoire, il nous fait le cinéma des deux côtés de l'Atlantique. Donc voilà, on est plongé là-dedans. Une pluie d'Oscars, une pluie de César.
Même pour La Vénus à la fourrure, récemment, où il a obtenu donc le César du meilleur metteur en scène, il avait l'air totalement surpris d'ailleurs, tellement surpris d'ailleurs qu'il n'a pas remercié ses deux principaux comédiens, à savoir son épouse Emmanuelle Seigné et Mathieu Amalric, mais il s'agit effectivement d'un très grand metteur en scène. Oui, et puis voilà, on est véritablement plongé là-dedans. Et pour l'amateur de cinéma ensuite, alors voilà, là, il y a les anecdotes, il y a les dessous des tournages, il y a les personnages, il y a les histoires, il y a la recherche perpétuelle d'argent, il y a les décisions, il y a les hasards, enfin... C'est vraiment, voilà, on lit ça avec bonheur, avec intérêt, et en plus, alors Polanski, même au-delà, en plus, en moins, je ne sais pas comment il faut le dire, mais évidemment, il a aussi défrayé la chronique pour d'autres raisons que celles purement du cinéma, donc ces points-là sont aussi abordés dans son autobiographie. Donc voilà, on se plonge là-dedans. On parlait dans une émission précédente de l'importance de Chaplin, finalement, pour nos existences, parce qu'on l'avait connu tout petit. Finalement, Polanski, il y a un petit peu ça aussi. Même si on ne le connaît pas personnellement, on a vu ses films, il nous a accompagnés d'une certaine manière, où l'histoire de sa vie et de ses drames ou de ses bonheurs, on les a suivis aussi. Qu'il évoque dans sa postface, d'ailleurs, en disant les succès énormes et les abîmes profonds, le tout par la rédemption, donc, et sa vie de famille actuelle. Voilà. Moi, je me rappelle, pour donner un souvenir très bête, mais je crois que ça fonctionne aussi comme ça. J'avais une dizaine d'années dans les années 70. Je me souviens encore aujourd'hui, parce que ça m'avait marqué, il y avait des photos qui étaient parues. Il en parle d'ailleurs comment ces photos ont été prises, évidemment, du drame qu'il a connu avec Sharon Tate dans les années 70, quand il était du côté de Los Angeles. Moi, ça m'avait marqué quand j'avais 10 ans, 11 ans. Ça m'avait vraiment marqué. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Je me souviens encore de l'impact que ça avait eu, de la réaction que j'avais eue, de ce que j'avais eu là, de l'horreur de la chose. Donc, on lit ça, on est replongé là-dedans, on accompagne ce bonhomme. Donc voilà, il est génial, de par le travail qu'il a fait. Et en plus, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, on suit ça autrement que simplement, je me répète 2 fois, enfin je me répète, comme uniquement, on va dire, quelque chose de l'ordre du croustillant, de l'anecdotique, du saupoudrage. On est vraiment les mains dans la farine, on plonge là-dedans et c'est incontournable. Voilà, et en plus, c'est écrit avec, comment peut-on dire, c'est bien une certaine vérité sur les personnages avec qui il a travaillé, qu'il s'agisse d'Harrison Ford, d'Isabelle Adjani, de Faye Dunaway, de Jack Nicholson, des grands producteurs, des producteurs plus ou moins véreux. Et puis ça se passe à la fois, vous l'avez dit, en Pologne, en Italie, en France, à Londres, à Los Angeles. C'est absolument faramineux. C'est d'une certaine manière une histoire du cinéma qu'on trouve dans ce livre. C'est bien écrit. Et en plus, c'est bien écrit. Alors, c'était de l'anglais, hein, c'était traduit de l'anglais au départ, mais franchement, c'est bien écrit. Ça se lit. Oui, alors bon, je vais tempérer un peu. C'est un livre qui est sorti il y a 30 ans. Bon, c'est vrai que c'est un réalisateur culte. C'est vrai que sa vie est un roman, sa vie est un film. Donc, on retrouve ça chez Roman Polanski. Moi, ce qui me gêne un petit peu, ce sont les autobiographies comme ça, qui sont finalement très organisées, très hiérarchisées. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'effectivement, les autobiographies sont à l'avantage de celui qui les écrit. Le monde du cinéma, c'est presque un synonyme, hein. C'est-à-dire que autobiographie égale avantage pour l'auteur. Maintenant, le monde du cinéma est très friand, c'est vrai, de ces biographies et autobiographies. Je préfère largement lorsqu'on donne la possibilité à quelqu'un d'autre de le faire. Alors, c'est vrai que Roman Polanski a eu une vie très compliquée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui parcourent le siècle comme ça, et on apprend des choses sur le plan historique, sur le plan culturel. Maintenant, évidemment que c'est à son avantage, évidemment que c'est romancé, et je ne suis pas sûr qu'il faille tout garder de ce livre-là. Ouais. Mathieu. Mais en fait, c'est un peu dommage de voir qu'après toutes ces années aussi, il n'y a qu'un épilogue aussi court pour revenir en fait sur notamment cette fameuse affaire, hein, les fameux chapitres 27 et 28 dans le livre, c'est les chapitres où il explique cette chose-là. Cet acte, en tout cas, il faut quand même le redire, qui est un acte ignoble. Ce viol donc d'une mineure qui ne lui en veut pas, ça le dit, il faut quand même le souligner, elle lui a pardonné, et elle a voulu toujours séparer son œuvre de ce qu'il a fait. C'était une époque aussi, il faut quand même le souligner, mais pourquoi, après toutes ces années, justement, s'il aura fait sa vie avec une nouvelle femme, avec une famille, il aura découvert une certaine plénitude, pourquoi ne pas avoir profité, justement, de cette réédition-là pour revenir... Oui, mais c'est quand même assez court. C'est quand même assez court, là. C'est dans le fond, on nous fourgue ces 6 pages-là pour republier ce qui est, à toute fin pratique, pareil. C'est pas l'essentiel, c'est du people, comme on mais dit c'est ça, mais quand même, voilà. C'est quand même la important. vie de Polanski, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est quand même important dans sa vie aussi, cette chose-là. Est-ce que la justice américaine est allée trop loin? La plupart des gens disent oui, mais cela dit, je trouve qu'il y a un peu il
il n'a pas profité de cette chose-là pour faire un si grand acte de contrition que ça, malgré le fait que, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est un immense metteur en scène, c'est un immense réalisateur, il n'a pas volé son succès. Ça aurait été intéressant d'avoir plus de jus En fait, vous êtes autour de assez ça. paradoxal parce qu'en fait, vous en voulez plus dans le People et finalement, cul-de-sac, Répulsion, Rosemary's Baby, Chinatown, The Ghostwriter, c'est moins important. Ah non, non, Le non, absolument pianiste. pas. Absolument Mais c'est pas. curieux quand même. J'ai pas dit ça. J'ai dit C'est comme si que. on disait Chaplin, oui, il est allé avec des actrices jeunes, mais en même temps, les temps modernes, etc. C'est parce que cette histoire-là n'est pas terminée non plus. Et donc, Alors moi, c'est rigolo parce que justement, On va donner la rapidement, après je laisse toute la parole à Estelle. Moi, c'est vrai que cette partie-là, c'est la partie que j'ai vraiment survolée, paradoxalement, parce que je ne peux pas lui accorder l'importance pour exactement ce qu'a expliqué Emmanuel, parce que c'est forcément subjectif, c'est sa vision des choses. Ouais. Et moi, je suis d'accord. C'est vrai que effectivement, c'est son point de vue. Et là, je trouve que c'est un peu dommage, alors que moi, je suis fan de Polanski, de son cinéma. Et c'est vrai que ce qui est génial dans ce livre, c'est que sa vie n'est pas un roman, mais ce sont des romans. Hollywood adore faire des biopics aujourd'hui de personnalités fortes de son cinéma. Moi, je me dis qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va s'emparer de sa vie, parce que entre Cracovie, où il mène une vie, après il mène une vie de vagabond. Enfin, on voit bien, il a un amour de la lecture aussi. famille dans les camps. La famille, oui, effectivement, il le raconte, il perd sa mère, après il explique comment la relation avec son père est difficile, donc c'est extrêmement émouvant. Et moi, ce qui m'a aussi touchée, c'est son amour du cinéma, parce qu'on sent qu'il des livres déjà, puis après du cinéma, il explique comment il arrive à voir des films allemands en catimini, malgré le contexte, et cet amour du cinéma va le guider toute sa vie, alors qu'au début même, il est refusé. Moi, je ne savais pas qu'à chaque fois qu'il essaye une école, on le retoque. Et ce qui est incroyable Il était avec acteur Polanski, il a appris à lire très tard. C'est intéressant, d'ailleurs. Il raconte comment il a appris à lire. avec la chanson de Roland, en Ouais, plus, qui était mal traduite. Et après, il a adapté des livres. Donc, il a une vraie relation avec la littérature. Et ce qui est fascinant, c'est aussi, à chaque coin de page, on tombe sur Jack Nicholson. Je ne savais pas qu'il avait une aventure avec Jill St. John. Si vous avez regardé, c'est une magnifique rousse. Enfin, c'est peuplé. On est avec Steve McQueen. Après, la page d'après, il rencontre Coppola. On est dans un monde, il nous transporte dans ce monde que je n'ai pas connu. Il décrivent, moi, je trouve qu'effectivement, c'est bien écrit dans le sens où les personnalités qui sont vivantes sont extrêmement bien campées. Quand il parle de Faye Dunaway, qu'il la croit comme une emmerdeuse, mais c'est juste, c'est drôlissime. Quand il lui arrache le fil d'un Et cheveu. tu expliques, c'est drôle, c'est des scènes drôles. Et d'un coup, on se retrouve sur le tournage de Chinatown, qui est comme un film culte. Et je trouve ça, moi c'est vraiment, ça m'a embarqué. Il a l'air épais comme ça, mais je suis sûre que quand on l'a commencé, on y va. Des meilleures autobiographies. Il y a Kazan, entre autres choses, une vie. C'est à mettre à côté de ça. Plusieurs choses. La première, c'est que je ne pense pas que quand un grand artiste écrit sur lui-même, ça dévalorise de facto. C'est pas le même sujet. C'est-à-dire quand vous avez Antoine Debec qui écrit sur Truffaut et quand Truffaut écrit un livre lui-même, on n'a pas à comparer l'un et l'autre. On ne peut pas comparer Polanski et son biographe. Ça, c'est la vie de Polanski. C'est pas celle, évidemment, de son biographe. La traversée du siècle, moi, je trouve que c'est un truc absolument extraordinaire puisqu'on parle des camps et on va aussi aux Oscars, aux Césars et partout. Et puis surtout, c'est pour ça que je suis un peu étonné parce qu'Emmanuel, vous aimez beaucoup la littérature. Ce qui est quand même incroyable, c'est une œuvre. C'est-à-dire que il a un peu plus de 80 ans. Il y a quelques années, The Ghostwriter était un succès mondial. Il ne cache aucun des échecs comme pirate. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant sur la fabrication du cinéma, c'est à quel point, parce que nous, dans un espace de télévision, à quel point c'est complexe de faire du cinéma, y compris quand on a un très très bon sujet. Problème avec les acteurs, compliqué. Nicholson qui devient très célèbre, qui tout d'un coup demande plus d'1 million de dollars pour jouer dans Pirate et qui finit par se désister. Pirate devient un four. La gestion des finances dans le monde entier. La pression qui existe, ne serait-ce que du point de vue de la technique, ce sont des choses que moi j'ignore totalement. À un moment dans Chinatown, il raconte que le chef opérateur, quand il y a un plan qui se trouve dans un jardin de citronniers ou dans une orangerie, réclame des instruments qui n'existent plus. Quand on voit la complexité de faire ça, et puis de voir que le même personnage, tout d'un coup, il arrête un film, et puis il va monter Alban-Berg, Lulu, et puis après, tout d'un coup, il part en Allemagne monter je ne sais plus quel grand opéra. Je crois plus qu'il y ait tellement de gens maintenant qui, justement, sont capables à la fois d'être des cinéastes mondiaux et en même temps d'avoir une activité. Enfin, il a quand même joué Mozart dans la célèbre pièce lui-même sur scène. Je ne sais pas, même des gens comme Spielberg aujourd'hui ne font pas la même chose que ce que faisaient les metteurs en scène de cette génération, comme Visconti par exemple, qui était à la fois à la Scala de Milan, au théâtre, dans les damnés, dont on a parlé la semaine dernière. C'est quand même une catégorie de metteurs en scène, à mon avis,
qui n'existent plus. Et c'est ça qui fait l'intérêt du livre, c'est qu'ils sont partout dans la création artistique. Après, évidemment, les problèmes de la vie au sens de la vie quotidienne, ça me paraît relativement différent. Un formidable témoignage, et ça doit être pris comme un formidable témoignage. Voilà. Sur Twitter, une photo prise par Laurel lors d'une séance de dédicace de Roman Polanski au cinéma des Fauvettes à Paris. Vous suivez sur le compte Twitter donc, de l'émission des messages, le hashtag 300 millions de critiques, et vous retrouvez les infos sur le site internet à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Nous allons maintenant parler d'un autre sujet, comment faire aimer la culture à nos enfants. Ça tombe bien, j'en ai 5. À quelles expos peut-on les emmener? Comment les faire lire? Grave problème, ça n'a pas toujours réussi avec tous. Y a-t-il des concerts qui peuvent leur faire aimer la musique? Bien évidemment, c'est l'objet de notre second débat du jour. On en parle juste après ce reportage de TV5 Monde. Regardez. Allez, vas-y, tu fais le tour sans faire tomber les œufs. Transporter les œufs sur son dos comme Papa Crapaud. L'exposition Bébés Animaux offre un véritable terrain de jeu. Du coup, c'est forcément la fête. J'ai joué à la boxe, il y a plein d'animaux, c'est beau, mais ils bougent pas. Dans toute cette exposition, il y a des jeux intelligents qui reposent sur la motricité, l'adresse du corps d'une façon générale. Il y a des éléments qui s'attachent à l'olfactif. Il y a un parcours où il faut sentir des odeurs. Il y en a un autre où il faut toucher. C'est-à-dire que c'est des choses que les enfants font absolument naturellement. Et là c'est la maman ou le papa. Un parcours ludique où l'enfant explore, expérimente et observe 73 animaux naturalisés. Imiter, trouver son équilibre, jouer, mais pas seulement. Il y a aussi des vidéos, il y a aussi des multimédias. Vous pouvez choisir, par exemple, le destin d'un animal. Il naît, que va-t-il se passer avant qu'il ne devienne autonome? Il y a les soins de la maman, il y a la façon dont elle lui apprend à marcher, à se nourrir. Et tout cet apprentissage, l'enfant le retrouve intuitivement avec son propre parcours. J'ai trouvé. Apprendre en s'amusant, c'est la formule gagnante dont la Cité des Sciences à Paris a fait sa spécialité. Le paradoxe de cette affaire, rendre la culture accessible aux enfants, c'est qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'éducation nationale, qui normalement devrait fonctionner. Mais ça nous demande aussi un effort, nous parents, d'essayer d'emmener nos enfants dans les expositions, les inscrire dans des ateliers, qu'il s'agisse de littérature, de musique, les conservatoires, ou même de peinture, ça existe partout. Est-ce que vous trouvez que cette nécessité... D'abord, est-ce que ça existe... Comment ça se passe au Québec, par exemple? Bien, c'est-à-dire que la plupart des institutions culturelles, les grands musées, je pense au Musée national des beaux-arts du Québec à Québec, le Musée des beaux-arts à Montréal, le Musée de la civilisation à Québec, je suis allé voir leur programme pour enfants, c'est assez colossal. Il faut dire que ces institutions-là aussi sont aux prises avec ce que toutes les grandes institutions culturelles connaissent en général, c'est-à-dire qu'il faut renouveler le public. Même l'opéra, la musique classique, ils logent exactement à la même enseigne. Et donc, ce qui est assez porteur et ce qui, je pense, va changer la manière dont la culture va pouvoir, j'aurais le goût de dire, traîner dans la vie des enfants dorénavant. Bon, évidemment, il y a les parents, mais moi, je connais des parents qui sont extrêmement cultivés, dont les enfants ouvrent pas de livres, ils vont pas, ils aiment pas aller au musée. Et à contrario, des enfants qui naissent dans des milieux plus populaires avec des parents qui lisent moins, sont dans des écoles qui ont des formidables programmes. Les écoles sont extrêmement importantes là-dedans parce que c'est souvent elles qui vont faire la différence entre, par exemple, chez les théâtres, est-ce qu'on va avoir assez de gens pour justifier nos programmations? Mais il y a quelque chose de plus important et, à mon avis, c'est de réussir à prendre le virage numérique. Et ça, de la part des institutions culturelles, c'est un enjeu majeur. Au Québec, on a un plan culturel numérique qui est commencé en 2014, 110 millions de dollars sur 7 ans pour permettre justement aux institutions culturelles d'opérer ce virage-là parce que les enfants, maintenant, sont massivement sur les tablettes, sur les téléphones, et il faut que les institutions culturelles soient présentes là, parce que c'est pas seulement dans la visite où on va initier les enfants à ça, mais il faut trouver des manières d'aller les chercher là où ils sont, comme par exemple, je pense à des institutions qui travaillent avec Minecraft, hein, le fameux jeu extrêmement populaire, et on propose à des enfants de refaire, ça c'est dans des programmes scolaires que j'ai vu ça, à des enfants de refaire, par exemple, une partie de leur cours d'histoire, mais en version
Minecraft, en créant des châteaux, en créant des postes de traite, ce genre de choses-là. Ça marche super bien en France. Hein. Mais c'est fondamental. Et on a justement une initiative française, et ça, je tiens à le souligner parce que c'est vraiment une des bonnes idées dans le domaine de la muséologie qui sont nées ici en France et qui a essaimé au Québec. C'est l'initiative Muséomix. Muséomix, c'est vraiment l'idée de donner les musées au public. C'est-à-dire que le public va dans un musée, il trouve que, par exemple, il y a certaines choses qui ne vont pas, il y a des œuvres qui ne sont pas bien mises en valeur. Et donc, on donne une fois par année la possibilité à des gens de repenser le musée. Accrochages. Et il y a les accrochages, mais aussi, par exemple, la première fois que ça a été présenté au Québec en 2013, c'est né en 2011, le Musée de la civilisation à Québec y avait participé. Et il y avait toutes sortes d'art inuit qui étaient dans le restaurant du musée qui étaient assez peu mis en valeur. Donc, il y a des gens qui se sont dit, mais coudonc, comment ça se fait que ces sculptures-là, on les voit pas, elles sont un peu Donc, une à certaine part. forme de démocratie participative via Internet. C'est le mouvement Maker dont parle Chris Anderson, l'ex-éditeur du Wired, et qui, justement, dit dorénavant, les gens vont davantage vont revenir à une forme d'artisanat numérique. Et ça, on intègre cette philosophie-là dans le musée. Le Muséomix, donc, revient à chaque année. Ça, il faut souligner. C'est vraiment très intéressant pour donner le goût aux nouvelles générations de s'impliquer dans ce type d'institution-là. Madame Martin, qui a les enfants, comment faites-vous? Je n'en ai qu'un seul, contrairement à vous. Effectivement, c'est très à la mode. On sent que, d'ailleurs, les musées l'ont compris. Il faut attirer non pas seulement les parents, mais aussi les enfants. Et d'ailleurs, il y a un changement d'attitude. Je me souviens, je suis allée au musée d'Orsay avec mon fils qui avait 4 ans. Il courait partout. Je me suis dit, je vais me faire... comment dire, disputer. Non, trucider peut-être pas, mais et non, et pas du tout. Et en fait, une des responsables m'a expliqué, elle m'a dit non, l'important, c'est que déjà, il découvre et il appréhende le lieu. Alors qu'avant, un musée, il faut rester calme, il faut rester tranquille. Il faut rester dans cette idée-là, mais on sent qu'il y a vraiment une volonté d'ouvrir ces lieux aux enfants avec les ateliers, vous le disiez, mais aussi avec des initiatives. Il y a la Gaîté Lyrique à Paris. Si vous venez à Paris, par exemple, c'est vraiment un espace où là, même un grand enfant comme Mathieu peut s'amuser parce que ce sont des expositions qui sont très liées au numérique. Oui, et les tablettes. Mais les tablettes, tout simplement, dans toutes les expositions ou presque, maintenant, il y a soit l'application, soit les tablettes, et ça peut être au Louvre, au musée d'Orsay. On voit que le Louvre a créé la petite galerie qui est dédiée aux enfants, là aussi avec des expositions. La dernière fois, vous savez, ils avaient fait un parallèle entre les Dark Vador et Hercule. Voilà, c'était toujours cette envie de faire venir les enfants au musée. Là, il y a une très belle initiative qui s'est... Parce que parfois, c'est compliqué. On parlait du théâtre, par exemple. C'est difficile. Les pièces de théâtre pour enfants, je ne sais pas si vous en avez vu certaines, à part la Comédie Française, c'est un peu compliqué de trouver du haut de gamme. Et là, donc, il y a toute une initiative qui s'est créée, qui est francophone, qui s'appelle le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse. La 2e édition, donc ça sera le 1er juin cette année. Et là, on sent qu'il y a tout un mouvement en France, c'est pas seulement parisien, où dans les écoles, on incite à découvrir ce théâtre de jeunesse. Et il y aura un grand moment, donc ça sera la cartoucherie à Paris avec Robin Renucci. Donc on sent qu'il y a vraiment une envie de mobiliser, d'inciter les enfants à plus de culture. Je trouve que c'est une bonne chose. Après, il ne faut pas les dégoûter non plus. Parce qu'après, on a l'impression que c'est un peu ça. Emmanuel. Beaucoup d'initiatives en France, effectivement, Estelle, avec par exemple à Marseille, la Fiesta des Suds, qui est déclinée depuis des années en Fiesta des Minots chaque année. Donc voilà, ça fait très longtemps que ça existe. On constate aussi que dans les salons du livre, que ce soit à Genève, à Bruxelles, à Montréal ou à Paris, on était à Genève il y a quelques semaines avec la librairie francophone et on a constaté effectivement qu'il y avait, magnifique endroit, magnifique salon maintenant qu'il a été un petit peu réajusté, réaménagé, on a constaté qu'il y avait énormément de gamins qui étaient là dans des espaces dédiés. Zep s'est prêté à un jeu de questions-réponses, vous savez, la question-réponse avec la réponse par dessin. Et il y avait une foule considérable de gamins. Donc voilà, ça c'est rassurant. Le premier produit culturel, Guillaume, que les enfants ont en main, on le sait tous, c'est le livre. Ça aussi, c'est rassurant de voir à quel point l'enfant aime le livre et à quel point le livre va l'informer. On les endort en lisant des histoires. Voilà, avec... Pour en avoir vu de nombreux. Oui, moi aussi. La vie, l'information, voilà, ça passe par le livre. Je voulais vous parler d'une maison d'édition qui s'appelle Rue du Monde, qui fait un travail exemplaire, qui est diffusé dans toute la francophonie, avec des bouquins pour les enfants qui impliquent les parents, qui ouvrent le débat. Donc on est sur la tolérance, sur la lutte contre le racisme, sur Mandela par exemple, sur l'apartheid en Afrique du Sud. Dans les nouveautés, là, il parle par exemple des tatouages, des haïkus pour les tout-petits, vous savez, les petits poèmes japonais. Voilà, c'est très diversifié. Il faut un travail considérable. Il y a de vrais chefs-d'œuvre chez Rue du Monde, avec des livres très accessibles et très attrayants. Ça, c'est important aussi. Il faut que la culture soit attrayante pour les gamins. Michel Serruti. Oui, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois qu'aujourd'hui, l'offre culturelle pour les enfants, elle est
pléthorique, j'ose le mot, elle est pléthorique. En tout cas, en Suisse, les écoles sont là pour favoriser les visites de musées, aller voir des pièces de théâtre. Dans tous les musées, peu ou prou, il y a des visites qui sont spécifiquement organisées pour les enfants, une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, mais ça existe. Il y a des séries télévisées aujourd'hui qui vous présentent la musique classique pour les enfants, qui vous présentent la science. Alors je mets la science dans la culture, mais voilà. Voilà, tout est dédié, tout est organisé aujourd'hui pour que les enfants puissent appréhender ça. Je crois que l'offre, elle existe. Alors maintenant, la difficulté, ou peut-être ce qui peut ne pas fonctionner, c'est comment on les amène à pouvoir saisir cette offre, à être confronté à cette offre-là. Et là, on en revient, alors l'école a un rôle, mais elle n'a pas le rôle les parents et les parents. C'est les parents, c'est la famille. Tout passe par les parents. Tout passe. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras en tant que parent par rapport à l'exposition qu'on peut donner à nos enfants à la culture, même si ça ne fonctionne pas tout de suite. Je veux, pour exemple, peut-être ma fille à qui je faisais écouter le Requiem de Mozart quand elle avait 8-9 ans, puis elle écoutait ça, voilà. Puis 10 ans plus tard, elle me dit « Oh, bah, tu sais, c'est quand même vachement bien, le Requiem de Mozart. » Parce qu'elle n'avait pas écouté pendant 10 ans, mais tout d'un coup, elle avait recommencé à l'écouter. Donc, il ne garder en mémoire. faut pas baisser les bras. La seule chose, moi, qui me rend un tout petit peu sceptique, parce qu'il faut bien quand même mettre une ombre à ce tableau, c'est on va dire, le pas que prend la société en général, parce qu'on est dans un consumérisme, parce qu'on est dans une rapidité, parce qu'on est quand même en endroit en même temps où la culture est formidablement disséminée, puis elle devient de plus en plus... vous avez, par exemple, proposé... Je n'ai pas sorti mon portable pour faire de la publicité, mais vous avez là-dessus des centaines d'applications avec lesquelles les enfants d'aujourd'hui jouent avec la vitesse de la lumière. Oui. Tout à l'heure, Mathieu parlait de l'importance du numérique, mais vous avez là-dedans des sites de jeux, des sites culturels, enfin, il y a absolument simplement, tout ce qu'on veut. C'est à nous, parents, il ne faut pas oublier ça, c'est à nous, parents, à leur instiller le goût et l'envie de le faire. Et même si voilà, on leur propose d'écouter Mozart et puis finalement ils vont écouter du rap après, peu ou prou, on s'en fiche. Mais c'est à nous de donner l'impulsion de départ et ensuite eux la saisiront ou non. Mais c'est à nous de le faire parce que autour de nous, je suis pas sûr que la société prenne en fait, soient, ce chemin-là. Il faut que les propositions, elles existent et que les enfants sachent qu'il y a d'autres choses que la culture de masse. Et ça, bon, c'est le rôle des parents, mais c'est le rôle des institutions publiques aussi de montrer, de regarder. Oui, il y a Justin Bieber, mais il y a le Requiem de Mozart, il y a le jazz, il y a le théâtre. La musique, c'est assez facile d'avoir accès à tout type de musique. Faire attention au numérique. Hein, je me permets, je suis désolé, moi je défends le livre corps et âme, et puis les produits culturels en général. Mais le numérique, il faut faire attention quand même. Parce que donner un écran à des gamins, c'est très facile, effectivement, comme le dit Guillaume. Il y a des centaines, des milliers d'applications, et puis on peut les laisser pendant des heures. Il n'y a pas à leur donner, ils le piquent. Voilà, ils le piquent déjà, comme devant un dessin animé. Attention à ça, il faut continuer à préserver le livre. Le livre, les enfants adorent, c'est le premier objet qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent manipuler. C'est beaucoup plus agréable qu'un écran. Je suis désolé, Mathieu, mais ils aiment les deux. Mais c'est pas ce qu'ils pensent, par exemple, les enfants. Si, les enfants aiment les deux. Mais je pense qu'il faut que les propositions existent aussi sur les écrans. Parce que si elles ne sont pas sur les écrans, la seule chose à laquelle ils vont être en contact sur les écrans, ça va être avec les grandes productions. Et je ne suis pas certain que c'est ce qu'on veut nécessairement. Qui n'a pas vu un enfant regardant pour la première fois de sa vie les 101 Dalmatiens quand Roger tape sur son piano et que donc le chien tourne la montre pour aller raccompagner ou plutôt poursuivre dans la rue cette jolie jeune femme qui elle aussi est avec un Dalmatien. Et grâce à ça, vous plongez dans la vie, non seulement de Pongo et des méchants, mais aussi dans la vie culturelle. Et c'est tant mieux. Pour finir, connaissez-vous le Dracorex? Oui. Grâce à ce tweet d'Access Cité Palais qui nous explique que ce dinosaure ressemble à un dragon. Et si cela vous inspire, rendez-vous à l'exposition autour des dinosaures au Palais de la Découverte à Paris jusqu'au 16 août 2016 ou sur le site du Palais de la Découverte à la Cité des Sciences aussi. Il y a énormément de choses qui sont faites à Paris pour les enfants. Twitter, hashtag 300 millions de critiques, des infos sur le site internet à l'adresse donc qui s'affiche en bas de l'écran. Pour notre dernier débat du jour, nous allons parler des hommages à Barbara, notamment celui donc, qui a été réalisé par Patrick Bruel. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve bien évidemment bientôt. Dans un instant, c'est Pascal Bourgault qui nous rejoint juste après le Zap culturel de ma voisine Estelle Martin. La Palme d'Or revient Daniel Blake. Il n'était peut-être pas le grand favori, mais le réalisateur anglais Ken Loach aura fédéré le jury avec son film intense et sobre sur le destin d'un chômeur en fin de droit. Un autre monde, c'est possible, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup.
Dès son arrivée à Montréal, Xavier Dolan s'est présenté serein devant les médias québécois, encore soulagé d'avoir reçu le Grand Prix au Festival de Cannes. C'est pas dur d'accepter la critique. C'est dur d'accepter la cruauté, puis Cannes est un endroit qui est très passionné. Les Américains ont vraiment détesté le film. Allez, rentre! Ça devait se passer entre Boston et Seattle, quelque part par là. Avec un casting et une star américaine, une grande star américaine. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Personne ne voulait le faire. 10 ans après, le doc est donc de retour. On le pensait grillé, caramélisé même. Pauvre comme tu es, dit cette chanson, tu n'as que 1200 Ariari et une clope pour affronter cette dure journée. En fait, nous, on ne veut pas être trop des porte-parole ou des ambassadeurs, ça, on le nie carrément. Mais on raconte juste notre vie à nous en tant que membre de Dizzy Brains. Et tout ce qu'on raconte, c'est un truc qu'on a vécu. Shakespeare, c'est aussi moderne qu'un feuilleton américain. To be or not to be, that is the question. Tous les êtres humains s'y retrouvent et voient leur reflet dans l'œuvre de Shakespeare. Je les épouse. J'ai beaucoup de chance, c'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'ils aiment. Rendu à mon âge, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Action. C'est le spécialiste suisse des effets spéciaux, du maquillage. Super, coupé. Après 2 mois de préparation entre Los Angeles et Genève, il s'apprête à réveiller un zombie dans un paysage désertique recréé de toutes pièces. Un parcours de projection architecturale interactive relié avec nos téléphones cellulaires. Donc, c'est une espèce de respiration entre le spectaculaire des projections sur les buildings, des immenses personnages, et le côté intime de notre téléphone. L'une se veut l'écho de l'autre. La nouvelle aile du Kunstmuseum de Bâle. Cet écran est l'œuvre des architectes bâlois Christ et Gantenbein, friands d'un langage plutôt sobre. Voici le tapis de fleurs, une création 100% belge, inaugurée en grande pompe par les officiels bruxellois et nippons, une fierté et un savoir-faire apprécié des Japonais. Le Sénégal a l'avantage d'avoir une musique sénégalaise. C'est vrai qu'il y a des styles de musique qui sont très présents au niveau du Sénégal, mais quand on voyage avec tous ces bagages-là parce que nous voulons montrer le Sénégal, nous voulons montrer l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a de belge dans votre musique? De belge, les compromis. Ouais. Oui, les compromis. Durant tout le week-end, au Brussels Jazz Marathon, il y a des gens qui dansent sans se cacher. Sans doute pour écrire ensemble une nouvelle partition de Bruxelles sur un air de jazz. Le dernier sujet de 300 millions de critiques, nous allons parler de l'hommage ou des hommages qui sont rendus donc actuellement à Barbara, notamment celui de Patrick Bruel avec cet album. Bonjour ma chère Pascale, bienvenue sur l'antenne de 300 millions de critiques. Vous savez qu'elle était, je parle évidemment de Barbara, la dernière d'une génération de chanteurs, notamment issus du cabaret avec Brel, Piaf, Brassens ou Ferré. Barbara était unique, des chansons donc immortelles que tout le monde connaît. Et parmi ses fans, donc Patrick Bruel qui a décidé de lui consacrer un album entier, album hommage ou dommage, on en parle juste après cet extrait. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, oh que c'est beau l'automne à Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir. Et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne, sur 3 temps de valse lointaines. Il semble que des ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne. Ta lettre a dû croiser la mienne. Non, je ne veux pas que tu viennes. Je suis seul et puis j'aime être libre, oh que j'aime cet exil à Vienne sans toi.
une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me loge dans ma chambre, tombe de pourpre et d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau à travers les persiennes, je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve, et la nuit par-dessus les toits. Que c'est beau Vienne, que c'est beau Vienne. Cela va faire une semaine déjà que je vis seul à Vienne. C'est curieux le hasard, j'ai croisé l'autre soir nos amis de l'Ontachimo. Cela va faire une semaine, ils étaient de passage à Vienne. Ils n'ont rien demandé mais se sont étonnés de me voir à Vienne sans toi. Moi, je me promène, je suis bien, je suis bien. Et puis de semaine en semaine, voilà que je vis seul à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis, j'écris, mais quand même qu'il est long l'automne à Vienne. Dans ce lit à 2 places où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. Que c'est long Vienne, que c'est loin Vienne. Si je t'écris ce soir de Vienne, chérie, c'est qu'il faut que tu viennes. J'étais parti, pardonne-moi. Notre ciel devenait si lourd. Mais toi, de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettais, je pense, jouant l'indifférence, et tu m'as gardé malgré moi. Il est minuit ce soir à Vienne. Mon amour, il faut que tu viennes. Tu vois, je m'abandonne, il est si beau l'automne, et je veux le vivre avec toi. Que c'est beau, Vienne, avec toi. Vienne. Voilà, il faut signaler que cet hommage donc, de Patrick Bruel à Barbara s'est déjà écoulé à plus de 250 000 exemplaires. C'est donc un succès considérable. Qui s'y colle? Pascal, la dernière venue, la première à parler. Écoutez, en tout cas, c'est un exercice extrêmement dangereux que d'interpréter des chansons de monuments tels que Barbara, mais elle n'est pas la seule. Mais je constate qu'ils l'ont tous fait. C'est-à-dire que ici, on parle de Bruel qui interprète Barbara. Il n'est pas le seul. L'année passée, c'était Daphné qui a fait tout un album, 13 chansons. Et puis, ponctuellement, il y a eu des chansons, notamment La Grande Sophie, Lou Casal, Carla Bruni. Enfin, ils ont tous, à un moment donné, chanté Barbara. Barbara elle-même l'a fait, puisqu'elle a fait un album avec les chansons de Georges Brassens et de Jacques Brel. Donc, voilà, c'est un exercice dangereux, parce qu'évidemment, quand on l'écoute, on a envie d'entendre l'original, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, petite parenthèse, quand Bruel chante Barbara, évidemment, on ne peut pas s'attendre à retrouver la même voix. En revanche, par exemple, il a aussi interprété une chanson de Jacques Brel, Jeff. Et là, il est très émouvant parce qu'il reprend la manière de chanter de Jacques Brel. Donc, voilà. Après, on n'aime pas, ça c'est une question de goût. C'est un exercice dangereux qui est parfois plus ou moins réussi, mais qu'ils ont tous fait. Donc, mon cher Michel. Ouais. Moi, j'ai envie de faire une petite digression comme ça. Non, je dis ouais, parce que paradoxalement, alors moi, quand les artistes font des reprises, ce que j'ai envie d'entendre, c'est précisément pas l'artiste chantant ce que l'autre a fait, mais c'est qu'il reprenne cette chanson et qu'il en fasse autre chose et qu'il la fasse vraiment à lui. Là, il y a une valeur ajoutée. C'est comme en jazz, finalement. Oui. On a toujours les mêmes standards. Ce qui fait le seul et l'intérêt, c'est que chaque musicien le prenne, le joue différemment, nous amène une autre histoire et nous emmène dans un autre univers. Et le disque que Brel a fait sur Barbara,
Voilà, moi, ce qui m'est revenu à l'esprit, je vais être franc avec vous, ce qui m'est revenu à l'esprit quand j'ai écouté ce disque, c'est une réplique qui pour moi est culte, qui est dans Chasseur blanc, cœur noir de Eastwood. Quand vous allez me dire où vas-tu quand tu nous parles de ça, mais je vais vous l'expliquer. Ouais, j'allais te poser la question. Ouais. Il y a un de ses assistants qui vient lui dire un soir, mais tu es en train de ficher en l'air toute la production avec ton envie de tuer un éléphant, parce que ça raconte l'histoire d'un réalisateur, en l'occurrence John Huston, sur le tournage de l'Odyssée de l'African Queen. Et puis en plus, tuer une créature noble comme ça, mais c'est un crime véritablement. Et Eastwood, qui est là en train de fumer son cigare, se retourne vers lui et dit non, c'est pas un crime, c'est un péché. Et c'est le seul péché pour lequel on puisse payer pour l'obtenir. Et j'ai envie de dire, je vais être un peu sévère, mais quand j'ai écouté Brel qui chante Barbara... Bruel, pardon. Quand j'ai écouté Bruel qui chante Barbara, c'est au-delà du crime. Je trouve que c'est presque un péché. Non, mais vraiment, vraiment. Et notamment quand il chante Nantes, quand on sait Nantes, la signification qu'a cette chanson pour Barbara, je veux dire, qui est... Voilà, indissociable de cette chanteuse, c'est pas un titre qu'on peut reprendre, ou pas maintenant, ou pas si on en connaît l'histoire. Et d'autant plus que, effectivement, Bruel, sur ce disque-là, ne s'éloigne que très très peu, voire pas du tout, ou en tout cas essaye de chanter les chansons de Barbara à la manière de Barbara. Donc on peut se demander, mais quel est l'intérêt? Barbara a fait ça 1000 fois mieux, avec sa patte, avec son style, avec son intention. Donc pourquoi le refaire? Alors il veut se faire plaisir. Pourquoi pas? Tant mieux. Mais je veux dire qu'il enregistre ce disque, qu'il le garde chez lui, qu'il l'écoute s'il en a envie. Souvent, l'argument qui est donné, vous allez continuer la conversation, souvent l'argument qui est donné, c'est de réexhumer un patrimoine. Car au fond, voilà un type qui est, pour les jeunes générations, une sorte d'idole. On ne peut pas dire que les disques de Barbara se vendent aujourd'hui dans des proportions considérables. Donc il est évident qu'en passant par... C'est l'argument. En passant par Bruel, on revient à Barbara. C'est un peu ça l'idée que vous allez parler. En lisant, en fait, en écoutant ce livre-là, je suis allé relire un essai vraiment très intéressant d'Alessandro Baricco à propos justement d'une interprétation. Romancier italien. Il parlait de la musique classique, évidemment, l'âme de Hegel et les vaches du Wisconsin. Il parlait justement de la propension souvent du public de la musique classique à s'en tenir à une interprétation, on pourrait dire, unique. Et on doit jouer Schubert d'une certaine manière, on doit jouer Bach d'une certaine manière. Et j'ai pris une citation où il parle de l'interprétation. Il parle de l'histoire. Il dit « L'histoire est une prison aux barreaux fragiles et on continue de monter la garde autour d'un prisonnier évadé depuis longtemps. » En parlant des espèces d'interprétations canoniques autour desquelles il faudrait toujours s'orienter. Dans le cas de Barbara, c'est sûr qu'il y a un héritage qui est énorme et qu'il y a des gardiens du temple et on doit chanter Barbara d'une certaine manière. Non. Et là, je suis pleinement d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est là où le geste d'interprétation devient réellement pertinent. C'est-à-dire quand on s'approprie la chose. D'ailleurs, elle l'avait fait avec Brel au début des années 60 et ça rendait justice à Brel, mais aussi à elle-même. Et là, on a l'impression qu'il y a comme un manque de direction artistique là-dessus, parce que d'une part, il y a des interprétations qui sont très proches des originales, et d'autre part, il y en a où on dirait qu'ils essaient de jouer, comme dans Perlin-Pimpin, un genre de Stromae avec des touches électronico assez peu heureuses. Et donc, on joue sur plusieurs plans et on sent qu'il n'y a pas d'unité, on sent qu'il n'y a pas de volonté de vraiment nous proposer quelque chose de nouveau. On butine selon notre volonté du moment. C'est pas très heureux comme résultat. Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Bruel dit qu'il veut transmettre. C'est sa chanteuse préférée. Ils avaient une relation assez particulière. Il a expliqué, bon, il y a eu quelques digressions là-dessus. Mais le problème, c'est transmettre, oui, mais pourquoi pas à la fin d'un concert, chanter une ou deux chansons de Barbara. Il l'a souvent fait dans les concerts, il chante par exemple des Beatles. Mais alors pourquoi pas? Et Lambert Wilson a exactement le même argument, et lui, il a repris Montand, et avec toujours cette volonté de se couler dans la stature de Montand, sauf qu'il n'est pas Montand, alors il fait du copier-coller, mais moi aussi, je vois pas quelle est la valeur artistique ajoutée. C'est-à-dire, à part se faire plaisir, et pourquoi pas que ça soit agréable ou pas à écouter, mais je ne comprends pas. Et après, en plus, les artistes qu'ils reprennent ne sont plus là, donc ils ne peuvent plus trop avoir d'avis sur la question, ça c'est clair. Donc c'est un peu facile. Et moi, je préférais, on évoquait Benjamin Biolay il y a quelques temps. Lui, quand il avait repris Traîner, j'avais trouvé ça plus surprenant. C'est-à-dire qu'il allait sur un côté de Charles Trenet un peu plus sombre, un peu plus mélancolique. On le redécouvrait. Ouais. Et moi, c'est ce que j'attends d'une reprise, c'est qu'on redécouvre l'artiste ou qu'on le découvre tout court. Parce que c'est vrai que j'étais assez surprise. Bruel le dit, il y a certains dans le public, il y a des jeunes gens qui ne connaissent pas du tout Barbara. Alors que moi, évidemment, je pensais le public de Bruel, c'est une
confrontation de public. Le public de Bruel, pour une grande partie, qui n'est pas un public de jeunes, parce qu'il y a 50 ans maintenant, est quand même un public qui est très éloigné de Barbara. Ils connaissent l'Aigle Noir, ils connaissent Nantes, 3 ou 4 chansons, et le reste, l'essentiel du patrimoine de Barbara est totalement inconnu. Mais ce qui me surprend, peu joué, peu diffusé dans les radios. Ce qui me surprend fondamentalement dans un disque comme celui-ci, c'est qu'à une époque où, si vous regardez The Voice ou Graines de Star ou des choses comme ça, il n'y a que des reprises. Mais paradoxalement... C'est la base, mais c'est la base du concept. Non mais ça oui, non, mais je pense que je veux dire est plutôt positif. C'est un exercice. Je termine. Mais paradoxalement, ils sont beaucoup plus aventureux dans les reprises qu'ils prennent et l'interprétation qu'ils en donnent souvent, parce qu'il y a des trucs tout d'un coup, ce que Julien Doré a fait, ou La Tortue a fait, enfin Christophe, ou certains ont pu faire, qui sortent de nulle part, qu'on peut aimer ou pas. Mais il y a une véritable prise de risque par rapport à des chansons qu'on connaît, et ça, on le fait aujourd'hui, qu'on aime, on n'aime pas. Et tout d'un coup, on nous sort des trucs, comme Bruel chantant Barbara en l'occurrence, où il n'y a pas ça, alors que l'air du temps aurait plutôt tendance à donner la possibilité... Voilà, de reprendre des standards. À mon avis, c'est que ce sont 2 forts publics. Julien Doré n'avait absolument aucun public, donc on le découvre. Ouais, il a un énorme public depuis des années, et il faut à la fois qu'il fasse... Je ne suis pas en train de le défendre, mais j'essaie d'expliquer. Il faut qu'à la fois, il respecte quand même l'aspect Romanelli, vous savez, le grand accordéoniste qui a travaillé avec Barbara pendant des années. Je voudrais remontrer donc l'album. Il faut respecter à la fois cette ligne-là, et en même temps, il faut qu'il... Je ne dis pas qu'il se respecte lui-même, mais il y a quand même peu de place pour l'aventure, parce qu'il ne peut pas décevoir les fans de Bruel, autrement il va en vendre 4. Et c'est justement ça qui rend les choses compliquées d'un point de vue artistique. Oui, en plus, d'un point de vue artistique, ici, Barbara, elle a quand même une manière très spéciale de chanter. C'est-à-dire que... Clairement, c'est une dingue, de toute façon. Les gens oubliaient, mais Barbara était une chanteuse extraordinaire, mais avec un phrasé particulier. C'était... impossible. D'ailleurs, elle disait chanter, c'est ma façon de respirer. Donc, il y a quelques c'est organique. Daphné s'en sort mieux que Bruel. Bref, écoutez Barbara. Oui, voilà, en fait, il faut mieux écouter Barbara. Voilà donc le livre, vous voyez, l'album de Patrick Bruel avec donc des titres. Madame drôle, Aigle Noir, dit quand reviendras-tu, le mal de vivre, du bout des lèvres, Vienne, etc., Göttingen, etc., etc. On le sait, Patrick Bruel en fait craquer plus d'une. Preuve en est ce tweet de Pascal, qui n'est pas Pascal Bourreau, accompagné d'une photo du chanteur et de sa troupe sur scène. Quelle belle parenthèse! Vous aussi, vous suivez le compte Twitter de l'émission, #300 millions de critiques, et vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas donc de l'écran. Ma chère Pascal, votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, mon cher Guillaume, dictionnaire amoureux de la chanson française, rédigé par Bertrand Dical, qui excellent est donc journaliste. Voilà, qui est spécialiste pour France Info, comme vous savez, de la chanson française, qui est auteur de plusieurs biographies. Alors, tu vois, il y a Barbara. Voilà, Barbara. Alors, il y a des très bons articles, et notamment, évidemment, toute la chanson française, et aussi un petit article sur la Belgique et sur le Québec, rien sur la Suisse, désolé, mon cher Michel. Vivons heureux, vivons cachés. Un ouvrage de référence que je recommande à tout le monde. Michel. Alors moi, je vous recommande d'aller à Beaubourg pour aller voir l'exposition Paul Klee. Alors on me dirait Paul Klee, la Suisse. Il était allemand, oui, mais il était un peu suisse. Il a failli être naturalisé, mais il est mort avant. Paul Klee, formidable peintre, formidable artiste, voilà, impossible à résumer. C'est de l'abstrait, c'est du figuratif. Il écrivait de la main droite, il peignait de la main gauche. Il était autant musicien que peintre. Il a dit « Je suis un style, je suis mon propre style ». Voilà, ça y réunit, c'est une rétrospective placée sous le signe de l'ironie. Je crois que ça convient bien à un artiste comme Paul Klee. Donc si vous avez la possibilité de passer par Paris, allez voir cette rétrospective à Beaubourg. Ça dure jusqu'au 1er août, au hasard, jour de la fête nationale suisse. Voilà, c'est magnifique. Et en plus, ce qui est extraordinaire chez Paul Klee, c'est que tout ça est fait dans des formats quasi miniatures. C'est-à-dire qu'à un moment où tout devient XXL, lui, c'est XS depuis le début, et c'est extraordinairement complexe. Mathieu. Découvrir un territoire qui est grand comme la France et qui est peuplé de 11 000 personnes. Je croyais que c'était 11 personnes, je suis. 11 000, quand même. C'est le nord du Québec. La région s'appelle le Nunavik. C'est une BD qui vient de sortir chez un petit éditeur montréalais, les éditions Pow Pow. C'est un Montréalais qui a fait un pèlerinage, littéralement, dans cette région-là. Il voulait faire une autre BD, mais il s'est pris au jeu. Il a découvert ce territoire-là. Et je dirais vraiment qu'on découvre une réalité qu'on ne connaît pas, même nous au Québec, c'est-à-dire ces peuples autochtones-là qui vivent dans l'extrême nord. Ils sont très peu et c'est une redécouverte. En fait, on sort des clichés. C'est drôle, c'est tragique, c'est presque du journalisme, mais avec une touche onirique. C'est vraiment très bien réalisé. Donc, joli dessin. Hellman, ça s'appelle Nunavik.
C'est chez C'est chez Pow Pow. Pow Pow, j'aime beaucoup. On s'en lasse pas. Je peux vous le refaire, ça sera pas plus cher. Alors, To Be or Not To Be Shakespeare, on célèbre cette année... Vous avez vu le prince Charles faire ça? Oui, c'était quand même extraordinaire. Drôlissime. C'était génial, avec Benedict Cumberbatch. si je tous le les grands prononce acteurs. bien. Ouais. Voilà, donc To Be or Not To Be Shakespeare, on célèbre cette année le 400e anniversaire de sa mort. Et si vous êtes un peu perdu dans Henri VI, Henri IV, Richard III, eh bien, voici le grand Shakespeare illustré de Caroline Guyot. C'est aux éditions Duchesne, c'est drôle. Alors, ça va peut-être réconcilier vos ados avec le théâtre. Moi, j'avoue que j'ai appris pas mal d'anecdotes et je me suis mis au clair sur certaines intrigues un peu touffues de notre ami Shakespeare, qui n'aimait pas beaucoup les Français. Mais normal, c'était un Britannique, donc on ne doit pas lui Qui reprocher. connaît les intrigues de Shakespeare Roméo et par Juliette. cœur? Ça vaut la peine de se les remettre en voilà. tête. C'est très bien fait. Compliqué. Donc, nous n'avons que le voici. Je le remonte, les livres. Et puis, roman par Polanski. Donc, c'est publié aux éditions Fayard. Je vais remonter le grand Shakespeare. Et nous clôturerons donc cette émission. Merci mille fois. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mais nous serons ailleurs. Nous ne serons pas à l'Institut du monde arabe, puisque nous serons à la Fondation Cartier. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et